pourquoi ça coince? Ça coince parce que les gens ont pris des engagements dans le cadre de l'Union africaine, dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de l'ONU. Ils ont aussi pris des engagements avec les institutions financières internationales. Et vous savez que l'Occident utilise toujours la politique de sanctions et de chantage envers les gouvernements qui ne font pas, qui n'agissent pas le doigt sur la couture en faisant ces 4 volontés. Donc il y a une pression énorme qui est exercée sur les gouvernements. Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Personne ne leur dit ça. Il y a un courant à l'intérieur de l'Église. Il faut rendre ici justice à l'Église, qu'on appelle le courant de l'inculturation et aussi le courant de la théologie de la libération. Il y a beaucoup, que ce soit d'ailleurs des jésuites et dominicains très cultivés, qui ont écrit pour affirmer qu'il fallait reconnaître les racines profondes de la foi dans l'histoire africaine, parce que Moïse, qui est en fait à l'origine du fameux texte des 10 commandements dont on parle, mais qui est une copie en réalité d'une partie des 42 commandements de la Maat négro-égyptienne, Moïse est un prince noir. Ça, c'est établi par l'historiographie, c'est établi que celui qui a été à l'origine de tous les monothéismes est un prince noir de la cour d'un pharaon noir, d'une Égypte noire. Donc, alors ces choses-là, on ne les dit pas pour affirmer la supériorité raciale des Noirs, on les dit simplement pour établir les faits. À savoir que nous n'avons pas besoin qu'on nous impose une importation religieuse. Nous sommes des peuples profondément religieux et profondément traditionnels. Alors, il nous reste 8 minutes pour boucler cette première partie. Alors, si je comprends bien, si le projet AES est un projet si vital, pourquoi il ne suscite pas beaucoup d'émule? On ne voit pas beaucoup de pays africains s'intéresser à ce projet. On ne voit que le petit Togo cherchait à sympathiser avec l'AES. Le Togo est petit par sa taille, mais grand par son ambition. Oui. Dans les faits, seul le Togo a montré sa sympathie et sa collaboration. Et à votre conférence, le professeur Robert Doucet a même parlé d'établir des liens formels avec l'AES. Mais pourquoi les autres traînent les pas si c'est un projet si vital pour l'Afrique? Allez-y, monsieur. Le Togo a eu ce courage, cette témérité. Oui. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est de la témérité que le Togo a eu. Tu sais comment il est récompensé? On a reçu, hébergé et financé tous les fumeurs d'herbe pour dénigrer le Togo. Bien sûr. Est-ce que tu comprends ça? Tu es sur les réseaux, non? Tu vois ce qu'ils font, non? Ils sont payés pour ça. Parce qu'on ne comprend pas que le Togo ne puisse pas accepter, sacrifier 70 millions d'habitants de l'AES pour faire plaisir à un blanc. Oui, au néocolonialisme français. Un blanc. Je ne vais pas plus loin. Pour faire plaisir à un blanc. Un seul. Donc, le Togo, ce n'est pas facile pour le Togo. Dans vos débats hier, du peu que j'ai suivi, je vois que le Togo joue dans la transparence. Le Togo ne prend pas AES et CEDEAO comme des ennemis qui doivent se combattre. Non. Le Togo travaille à l'harmonisation des relations entre les deux entités, parce qu'on le veut ou non, les deux entités ont les mêmes problèmes. Il s'appelle terrorisme, envoyé par l'Occident, avec pour mission d'occuper l'Afrique depuis la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. On le dit tous les jours. Mais il y a des chefs d'État qui disent que nous mentons. Moi, je pense qu'il faut distinguer, en effet, deux niveaux d'adhésion au projet d'alliance des États du Sahel et au positionnement diplomatique original du Togo. Prenons le niveau étatique et ensuite prenons le niveau populaire. Au niveau populaire, incontestablement, même l'embellie de l'image de la République togolaise dans le cœur des Africains, elle vient de ce positionnement diplomatique extraordinairement original et courageux. Même le professeur a basculé sur ce Bien sûr, moi j'ai expliqué plusieurs fois pourquoi je suis au Togo, pourquoi je suis revenu au Togo. Parce que le président du Conseil, son Excellence Faure Gnassingbé, a prouvé par les actes que son panafricanisme n'était pas un panafricanisme, on va dire, de simple et pure stratégie, que c'était un engagement vital. Parce que quand la CEDEAO, sous les ordres du néocolonialisme français, devait tuer le Niger, il ne s'est pas aligné. Et il a ouvertement affirmé la nécessité de la médiation et du dialogue. Et il a mis cela en œuvre. En fait, on a échappé à une guerre mondiale sous-régionale. Parce que si cette déflagration était partie, que le Burkina,
le Mali était entré dans la danse, on aurait une guerre sous-régionale, une guerre internationale. Et on doit au Togo d'avoir empêché cela, parce que c'est lui qui a dit, de l'intérieur de la CEDEAO, ce n'est pas possible, on ne va pas utiliser les armes de nos États contre un État frère et ensuite produire une déflagration qui va nous détruire tous ensemble. On ne va pas jouer au fou. Alors donc, il y a le niveau populaire où incontestablement l'AES et le Togo caracolent dans les cœurs, ce qui d'ailleurs est une source de difficulté sérieuse pour l'opposition togolaise, parce que comment continuer à s'opposer quand on a un dirigeant qui a réussi par cette opération-là à ravir en quelque sorte l'admiration même de ses meilleurs critiques. Deuxième niveau, maintenant pourquoi ça coince? Ça coince parce que les gens ont pris des engagements dans le cadre de l'Union africaine, dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de l'ONU. Ils ont aussi pris des engagements avec les institutions financières internationales. Et vous savez que l'Occident utilise toujours la politique de sanctions et de chantage envers les gouvernements qui ne font pas, qui n'agissent pas le doigt sur la couture en faisant ces 4 volontés. Donc il y a une pression énorme qui est exercée sur les gouvernements. Et là, il faut des hommes de caractère, il faut des hommes de courage, des hommes de mission, aussi des hommes d'ambition pour résister à toutes ces bourrasques, à toutes ces influences, comme le Togo le fait. Mais qui est le gagnant dans toute cette affaire? C'est l'Alliance des États du Sahel, ce sont les peuples africains, c'est le Togo. Vous avez bien vu qu'il y a eu un duel, là, ces 2 dernières semaines, entre l'offre togolaise de se maintenir comme la capitale naturelle de la médiation, comme le couloir naturel de l'Alliance des États du Sahel vers l'océan Atlantique, et puis l'offre de la Côte d'Ivoire. De dire que pour le Mali, le Burkina, même peut-être le Niger, les ports ivoiriens sont désormais dédouanés. C'est gratuit. Vous n'avez pas compris qu'en réalité, c'est la CEDEAO qui essaye de récupérer ce qu'elle a perdu par ses propres turpitudes. C'est la grande concurrence des ports, parce que Lomé maintenant et Accra et Conakry sont en train de rafler la mise que Cotonou et Abidjan raflaient. Il y a des crises sévères qui résultent de cette politique antipopulaire, anti-africaine. Donc, je pense qu'à tout point de vue, le Togo a raison de parier pour l'Afrique, de parier pour la fraternité, la solidarité. Et on voit aussi l'efficacité de la lutte antiterroriste togolaise, qui a été améliorée par cette coopération étroite, cette confiance maintenue avec les pays de l'AES. La frontière nord du Togo, autrement, aurait continué d'être hyper poreuse, comme la frontière nord du Bénin, ou celle du Nigeria, ou celle du Cameroun le sont. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, on ne mène pas une politique de solidarité suffisante avec ceux qui sont en première ligne. Et comment travailler pour étendre cette huile bénite de l'AES vers d'autres pays? Je crois que Franklin a répondu. Tous les peuples dans leur cœur sont AES. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Ça, je n'ai pas besoin de sondage. Parce que récemment, la dernière émission qu'on a animée ici, on nous a dit que quelqu'un, pour être démocratiquement élu, avait fait un programme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la politique menée dans l'AES. Pour être démocratiquement élu, on copie la politique. On copie la politique des putschistes. Tu entends? Mais c'est le summum du ridicule. C'est-à-dire qu'on copie la politique des putschistes pour être démocratiquement élu. Donc, le cœur des Africains est AES. Il n'y a rien à faire. Parce que l'Africain, même s'il est pauvre, il veut sa dignité. Il aime. Et Sékou Touré nous en avait donné l'exemple en 1958. Il préfère être pauvre dans sa dignité que riche dans le mépris. Dans les choses. Et c'est ça qui continue aujourd'hui. Ouais. Donc, l'AES, tout le monde est AES. Seul le Togo a eu le courage de le dire. Ouvertement. Tout le monde est AES. Et là, on s'attend à ce que d'autres le disent ouvertement. Mais ça va venir des processus politiques internes à ces pays. Inévitablement, il va falloir que les élites s'ajustent. Je rappelle quand même qu'il a fallu ce grand courage-là du gouvernement togolais de dire « je suis membre de la CEDEAO, mais je ne vais pas appliquer les consignes de la CEDEAO ». Voilà. Mais dans tous nos pays-là, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, il va falloir qu'émergent des dirigeants qui suivent les aspirations populaires et qui se connectent aux pays qui ont déjà ouvert ce chemin. Moi, je voudrais quand même rappeler que la révolution sahélienne, c'est aussi une tache d'huile qui est partie du Mali. C'est parce que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont réussi que le Burkina Faso a pu d'ailleurs redresser sa propre révolution interne avec le MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est cela qui a encouragé le Niger
Je rappelle que quand le régime du président néocolonisé Bazoum est tombé, qu'est-ce qu'il a fait, le Mali? Il a dépêché immédiatement une délégation. Le premier jour, les premiers pays qui ont visité le Niger, après la chute du régime du président Bazoum, ce sont les pays de l'AES. Et je dis, dans les 48 heures, ils étaient là. Parce que les gens ont compris la portée historique de ce qui se passait. Et actuellement, sur tout le continent, tout le monde l'a compris. Même les coups d'État, là, on sait qu'il y en a deux sortes. Ceux qui sont au service des intérêts étrangers et ceux qui sont au service de nos intérêts. Donc, les Africains savent même distinguer différents coups d'État. Si vous posez des questions à un Africain qui suit, par exemple, vos émissions, il vous dira, là, c'est un bon, là, c'est un mauvais. Là, c'est un bon, là, c'est un mauvais. Pourquoi? Parce que les aspirations populaires sont la boussole de la politique véritable. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. AfriDébat, le radar de l'Afrique.